Rebonjour à tous. On est en retard, comme vous voyez. C'est pas grave, donc on enchaîne, on enchaîne. Bienvenue à Christophe Frella. Euh, Introduction très succincte, parce que je sais que beaucoup parmi vous le connaissent déjà, parce qu'il traîne ses guêtres dans le monde de l'aventure depuis très longtemps. Euh, alors si on l'a fait venir, si on a voulu l'avoir, c'est parce que euh, quand on a réfléchi à inviter des gens qui ne sont pas des marchands de voyage, mais qui sont quand même des grands voyageurs, on a tout de suite pensé à vous, Stéphane Rella, parce que vous êtes un grand voyageur et via l'image, vous êtes un storyteller et vous avez de multiples activités. Vous êtes écrivain, réalisateur, peut-être, c'est ce que je dis à mes collègues, le plus grand expert de randonnée au monde, peut-être, parce que vous étiez aussi rédacteur en chef de Trek Mag, vous avez monté un média qui s'appelle j'avais adoré, c'était Road Trip, Roadbook. c'était ça? Roadbook, Non, Roadbook. c'est bien, ouais. Et aujourd'hui, vous faites pas mal de films. Et puis, on a profité parce que vous lancez aussi un festival du film à Chamonix, je crois pour l'année prochaine. C'est pas sûr, ça dépend. En tout cas, je vous ai présenté, voilà, je vous ai donné la raison pourquoi on l'a fait venir. C'est pour nous ouvrir un peu la tête, se laisser ouvrir la tête par des gens qui sont des grands voyageurs, mais qui ne sont pas des marchands de voyage, pour nous inspirer. Voilà, à toi Christophe, présentation libre. Bonjour, merci Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. C'est une première pour moi de participer à une conférence comme ça, sans voir le public. C'est un peu particulier, mais c'est un exercice intéressant. En tous les cas, merci à Fabrice, toute son équipe d'avoir imaginé ce grand bazar. Hein. C'est une très belle idée. Alors, bon, moi, je suis pas, bien sûr, je suis pas du tout un professionnel du voyage comme un grand nombre d'entre vous l'êtes, mais j'ai vécu une petite expérience autour de ce voyage tout au long de mon activité professionnelle et personnelle, sachant que les deux ont toujours été intimement mélangés, puisque je reste persuadé que plutôt que de faire un travail, il faut toujours essayer de s'accomplir, et si on peut s'accomplir dans son travail, c'est encore mieux. Et à partir du moment où on s'accomplit dans son travail, c'est sûr que le partage avec la vie privée et professionnelle est beaucoup plus ténu. Bref, alors justement, j'ai préparé quelque chose. Alors, on va partager l'écran, je crois. On va partager l'écran. Je ne sais pas si vous avez l'écran. On partage. C'est bon. C'est bon? OK. Donc, alors, en fait, oui, Fabrice, tu m'as proposé de venir pour parler du voyage. Alors, c'est sûr que aujourd'hui, les questions qui se posent autour du voyage sont évidentes pour la plupart. Alors, c'est pas évident de ne pas enfoncer des portes ouvertes. Et je pense que ça fait un moment que les débats et puis vos réflexions à chacun tournent autour de cette idée de comment on va voyager demain et surtout de se rendre compte qu'on ne pourra plus voyager comme hier. Donc, bien évidemment, il y a un rapport entre le qualitatif et le quantitatif, la durée des voyages, tout ça. Bon, ce sont beaucoup de réflexions. Moi, je voudrais juste apporter mon petit témoignage à partir d'un exemple très concret qui est entre très rapidement mon parcours et pourquoi j'en arrive aujourd'hui à me dire je vais un peu poser les valises ou les sacs à dos ou je sais pas quoi, je vais essayer de rentrer plutôt dans une phase de transmission et d'organiser quelque chose ici à Chamonix, dans un certain esprit et dans un certain contexte. Mais on va en parler tout à l'heure. Donc, alors j'ai titré ça terrain de jeu, terrain d'enjeu. C'est très tarte à la crème. Désolé, mais c'est ce que j'ai toujours constaté. C'est-à-dire que ce sont des fantastiques terrains de jeu, hein, ces endroits-là. L'image que je présente, c'était aussi une image photo que j'ai prise en Patagonie en janvier dernier. Donc, bien évidemment, quand on voit ça, on dit quelle merveille, on a envie d'aller se promener là-bas et tout ça. Ce qui est une pulsion tout à fait naturelle et saine. Et moi, ce dont j'ai pris très tôt conscience, c'est que il y avait des enjeux forts dans ces voyages et qui allaient au-delà le simple accomplissement de nos rêves. Et voilà, c'est un peu ce que je voudrais exprimer dans cette intervention. Alors,
pardon pour cet instant de narcissisme, mais c'est voilà, ma trombinette à 17 ans, et à 17 ans, j'ai eu la chance de faire un voyage initiatique entre mon année de première et mon année de terminale. Avec un copain, on est parti en pleine mousson et on a fait le tour des Annapurna. Alors à l'époque, c'était une aventure. Traverser l'Inde, rejoindre Katmandou, essayer de trouver. On ne savait pas qu'on allait faire le tour des Annapurna au début, on voulait aller au Népal. On ne savait même pas très bien qu'il y avait une mousson, on ne savait pas où on pouvait aller, on espérait aller du côté de l'Everest, puis finalement, à une librairie qui s'appelle Pilgrim, que plein de gens connaissent et qui existait déjà en 1983 à Katmandou, un Canadien nous a dit « Ah, mais moi, je reviens du tour des Annapurna, c'est super, allez-y ». C'était ouvert depuis 1980, ça faisait 2 ans seulement que c'était ouvert. Donc, avec mon copain, on est parti et moi, je me suis rendu compte tout de suite de différentes choses. Et bien évidemment, c'est une expérience initiatique, donc en termes d'émotions, de rêves, de tout ce qu'on veut, ça a été fantastique et ça, je pense, déterminer mon parcours futur. Mais pour rester quand même un peu concentré sur notre sujet d'aujourd'hui, j'ai fait des constats autour de ce voyage qui se sont tous révélés vrais. Et je vais l'étayer avec quelques exemples. Ça ne va pas durer longtemps. Si vous regardez les 2 photos qui sont à droite, c'est le même endroit. Ça s'appelle Pisang, c'est un village. Ceux qui ont fait le tour des Annapurna voient très bien où c'est. C'est avant Manang, c'est un joli village. Et vous voyez la photo du dessus, c'est en 1983. Et on constate immédiatement en fait que le village est en construction. Alors, c'est pas que c'est un village qui a été créé, mais c'est un village qui a été déplacé. C'est-à-dire qu'au départ, Pisang, c'est un petit peu au-dessus, là, sur les collines sur la droite. C'est à peut-être 150 mètres, 200 mètres de dénivelé au-dessus, ce qui veut dire que c'est pas du tout sur l'itinéraire de trek. Et il faut s'imaginer que le trek, il a été créé en 1981 et 2 ans plus tard, en 1983, les villageois ont déjà compris que l'argent, il n'allait pas faire le détour et que l'argent, il resterait sur le chemin du trek et que si les villageois de Pisang voulaient s'enrichir, il fallait qu'ils déplacent leur village. Voilà, là on est au début du trek au Népal, c'est les prémices. Et ils ont déjà compris ça. Et ça, en 2020, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que l'argent au Népal, il ne circule pas, il reste là où passent les touristes. Il tombe des poches des touristes là où ils passent, là où ils dorment, là où ils mangent, là où ils boivent, là où ils se distraient éventuellement. Mais donc ça, alors bien sûr, c'est particulier au Népal parce que le Népal, c'est un endroit où il y a très peu de redistribution des richesses. Il y a pas, le système de l'impôt fonctionne mal, le système de la corruption fonctionne très bien. Et donc pour les habitants de base, il y a une espèce de logique de survie qui veut que si l'argent ne vient pas à toi, il faut que tu te déplaces à lui. Et voilà comment le village de Pisang a été déplacé, voilà, en 1983, début des années 80. Et puis en 2018, on le voit sur la photo d'en dessous, c'est un village, on a l'impression qu'il a toujours été là, quoi, avec des vieux moulins à prière, alors qu'on voit que ces moulins à prière, ils étaient absolument tout neufs, même pas finis de fabriquer, il y a 35 ans. Voilà, ça c'est un premier constat. Alors je ne dis pas qu'il faut l'extrapoler partout, mais c'est un premier constat autour de ce qui est devenu après le voyage d'aventure, qui au début des années 80 était vraiment pratiqué par peu de gens. Moi à l'époque j'ai croisé 4 personnes sur le tour des Annapurna. Bon, c'était en pleine mousson, on a croisé 4 personnes, 2 groupes de 2. Mais bien évidemment tout ça a beaucoup évolué. D'ailleurs, la page suivante est là pour le prouver, puisque tous ceux qui ont fait le tour des Annapurna se souviennent avec émotion du passage du Turung Pass, du Turungla, le fameux col qu'on franchit à 5400 mètres. Et vous voyez que l'endroit, qui est une espèce de camp de base de ce col où tout le monde dort, c'est devenu, on le voit sur les images à droite et en bas, un lieu assez confortable. Et puis là, vous avez l'image telle que moi je l'ai vue en 1983, c'est-à-dire que c'était une cabane, un abri, et on dormait tous dans la même pièce. Et en fait, c'était destiné aux porteurs népalais qui passaient là pour transporter les denrées depuis la vallée de Jomosom, la Kaligandaki, jusqu'à Manang. Donc voilà, ça illustre le propos sur comment ce tourisme s'est développé au Népal dans certaines zones très restreintes. Alors bien évidemment, je suis retourné après assez régulièrement dans ce pays et je suis devenu journaliste. J'ai d'abord travaillé à Mountain Magazine et puis à Mountain Magazine, j'aimais bien quand il y avait l'occasion d'aller marcher, de partir, faire des treks, tout ça. Et puis un jour, en faisant un trek
au Spitzberg, en kayak de mer. Je me suis dit, en fait, tout ça, il faudrait le raconter dans un magazine particulier, quoi. Il faudrait ces émotions qu'on a là. Je pense que les lecteurs Montagne Magazine, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir où ils vont aller grimper, randonner ou faire de l'alpinisme le week-end prochain ou pendant leurs vacances. Mais finalement, bon, raconter un voyage en kayak de mer ou une traversée du Sahara ou un trek au Népal, je suis pas sûr que ça les intéresse tant que ça. D'ailleurs, les chiffres de vente le prouvaient. Et donc à ce moment-là, j'ai eu l'idée de créer Trek Magazine. Donc ça, c'était en 1999. Donc à partir de là, on était une petite équipe. À l'époque, la presse magazine marchait bien. C'était une réussite. Tous ceux qui travaillent tous les professionnels du voyage d'aventure qui ont connu cette époque s'en souviennent certainement avec une petite larme à l'œil parce que c'était une période bénie où tout s'ouvrait, on pouvait aller partout, les gens avaient envie, on formait des guides et on se disait que finalement peut-être que le trek était en train de réussir en termes de tourisme, ce qu'avait raté le tourisme de masse, c'est-à-dire conserver un visage humain et puis faire de sorte aussi que l'économie du tourisme soit bien redistribuée dans les lieux qui étaient visités. Et je dois dire que faut pas toujours vouloir s'auto-flageller, hein, mais donc nous à la rédaction on était 6. Et on bougeait tous beaucoup. Moi, j'étais pas celui qui bougeait le plus parce qu'il fallait que je m'occupe du magazine, mais il y en avait d'autres, des gens comme Jean-Marc Porte, comme Franck Charton, comme d'autres journalistes de l'équipe qui, eux, enchaînaient d'un avion à l'autre. Un bilan carbone dramatique. Aujourd'hui, ils auraient honte, mais à l'époque, on n'en avait pas honte. C'était le job de rêve, quoi. Tout le monde rêvait de voyager comme ça, sans arrêt. À la rédaction, on avait des invitations, on décidait d'aller ici ou là. Et on avait un sentiment de liberté absolue. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, on peut dire que c'était une forme d'âge d'or. Alors après, chacun a fait ses constats. Je finis vite là-dessus, mais chacun a fait ses constats. Et là, je pense que je ne veux pas développer ça parce que c'est un peu les constats que tous connaissent. Enfin, je ne sais pas si Eric Balian est avec nous là, mais que ce soit Terre d'Aventure, que ce soit Libère, toutes les grandes agences de trek, on fait ces constats, de se rendre compte que quand même si les intentions de départ, elles étaient extrêmement positives, il y a eu forcément un petit peu des dérives et plus le marché s'accroît, plus le nombre de pratiquants augmente et plus les inconvénients d'une massification de cette forme de tourisme aussi apparaissent. Que ce soit dans la façon dont sont gérés les réceptifs, que dans le type de public qu'on rencontre et dans la façon dont on doit satisfaire ce public. Moi, j'ai fait des treks pas mal avec un gars qui s'appelait Louis-Marie Blanchard, qui à l'époque, en 2004, avait fait avec Calibert la première traversée du Tibet oriental. Et alors lui, c'était vraiment un aventurier. À l'époque, il y a une partie, moi j'avais fait une partie de l'itinéraire avec eux, et on était dans des endroits où on n'avait pas le droit d'être, quoi. C'est-à-dire qu'un truc qui juridiquement aujourd'hui serait impensable. On était là, on n'avait pas le droit d'être, on n'avait pas d'autorisation, on était amené par des yakman locaux, les Goloks, voilà, les nomades du nord-ouest du Tibet. Et déjà à l'époque, lui-même commençait à râler sur une espèce de gentrification du public. Il disait « Ah, mais les gens maintenant, ils demandent ceci, demandent cela, ils sont exigeants sur la nourriture, il faut… » Et bon, après, il a arrêté. Il a encore fait 1 ou 2 années, je crois, puis il a arrêté parce que ça lui convenait plus, parce qu'effectivement, un voyage, payer un voyage, ça, nous, on se rendait assez bien compte parce que quand on partait sur des treks, ça nous arrivait régulièrement d'être en fait des passagers, quoi. Des passagers, pas clandestins, mais des observateurs. On n'était pas des guides, on n'était pas du côté des guides, on n'était pas du côté des clients, on n'était pas du côté de l'agence non plus, on était des observateurs. Et donc, on écoutait et on voyait bien ce qui se passait. Et c'est complexe parce que, bien évidemment, c'est tout sauf manichéen, c'est-à-dire je pense que les agences faisaient… elles faisaient au mieux et elles faisaient ce qu'elles pensaient être bon, mais elles-mêmes commençaient à répondre à des logiques en grandissant d'entreprises, de grandes entreprises, où nécessairement, il faut avoir un œil sur la marge, quand on ne peut pas continuer à avoir une attitude comme ça romantique en se disant peu importe
peu importe finalement combien je gagne, l'important c'est d'avoir voyagé avec des gens super. Bon, voilà, ça s'est terminé. Enfin, c'était déjà terminé. Et moi, je parle d'années entre 2000 et 2005, quoi. Ça c'est allé très vite. Et puis, quand on se met à la place des clients, entre guillemets, et là, je dois dire que nous, on jouait notre rôle en tant que magazine. Il y avait une telle banalisation de cette image. On voit là sur les couvertures, ces petits personnages qui marchent dans le désert, ces petits personnages qui sont en Népal, qui traversent le monde et le monde se découvre au rythme de nos pas, comme on disait à l'époque. Et finalement, c'était une démarche qui mélangeait plein de choses et une forme de spiritualité aussi, d'ailleurs, mais qui restait mais qui était malgré tout un produit de consommation, qui répondait à des réflexes d'achat et de commercialisation, hein, comme beaucoup de produits. Si bien que quand on est consommateur et quand on a payé un trek parfois 3 000, 4 000 euros, il est clair que le sentiment d'insatisfaction peut arriver. Et on voyait bien que cette insatisfaction, ça devenait une vraie préoccupation des agences, ça grandissait, il fallait satisfaire le client. Et satisfaire le client, c'était conserver la plus-value d'aventure, c'est-à-dire les images, le lieu, l'immersion, la rencontre avec des populations, et gommer ce qu'est l'aventure, c'est-à-dire l'inconfort et l'incertitude. Donc il fallait moins d'incertitude, plus de confort, mais quand même de l'aventure. C'est un paradoxe difficile. Alors à vrai dire, aujourd'hui, j'ai un peu décroché de ce monde, donc c'est pour ça que je serais bien mal placé pour en parler et donner des conseils ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un métier très compliqué, difficile. Mais en tous les cas, c'est moi ce que j'avais constaté déjà à l'époque, au début des années 2000. Je sentais cette tendance arriver avec un petit paradoxe, quoi. Et puis, bon, tout ça pour continuer mon petit parcours et arriver à cette création de festival. Mais moi, ça fait 30 ans que je fais des films à peu près. J'en ai fait au milieu des années 90. J'avais un peu laissé tomber après parce que je suis rentré dans la presse écrite. Et puis à partir de 2004-2005, sont arrivées les premières caméras numériques HD. Et c'était assez extraordinaire parce qu'avec une petite caméra, un peu de matériel professionnel, mais finalement pas très onéreux, on pouvait partir filmer les treks, c'est-à-dire filmer des endroits où avant on ne pouvait pas filmer, en tous les cas pas filmer avec une bonne qualité. Et là, ça nous a donné l'idée, nous, de Trek Mag, puis moi, c'était vraiment ma passion de faire des films, et donc ça nous a donné l'idée de démarrer. Ça a commencé avec Trek Mag, donc on a fait 3 numéros de Trek DVD Mag, dans lequel, en fait, il y avait un programme de films avec 2 documentaires, des interviews. Il y avait un sommaire comme un magazine, mais c'était dans un DVD vendu avec le magazine. Ça a très bien marché. Mais bon, les éditeurs de l'époque de Trek Mag, on pensait que ça allait peut-être faire de l'ombre à leur vente d'espace publicitaire. Enfin bon, et ils nous ont dit que finalement, ils ne voulaient pas continuer, mais que si on voulait, nous, on pouvait continuer en créant notre magazine. Ils ont dit ça un peu en blaguant, mais nous, on l'a fait. Et donc, on a quitté, une bonne partie de l'équipe a quitté Trek Mag, et on a créé, donc, Fabrice en faisait écho tout à l'heure, il en parlait, il évoquait, on a créé Roadbook. Mais si quand même, il y a une chose importante autour de cette idée de film. En commençant à faire des films, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en faisant des films, on devait nécessairement prendre plus de temps. C'est-à-dire que c'est plus long de faire un film, toujours plus long que de faire un reportage photo. On ne peut pas enchaîner les voyages, parce qu'un film, il faut le préparer, il faut l'écrire. Sur place, quand on le tourne, c'est plus long de tourner un film que de saisir un mouvement à la volée en photo. Ça demande plus d'investissement de temps. Donc, ça nous oblige à rallonger la durée des voyages. Et puis, au retour, faut le monter et il faut plus de temps souvent pour le monter que pour le tourner. Et donc, ça a commencé à me mettre dans une logique que j'ai beaucoup appréciée et que justement, j'essaye maintenant de continuer à développer, qui est le temps du voyage. Et que le temps du voyage, en fait, ce sont les temps du voyage. Il y a 3 temps. Il y a le temps de la préparation. Alors, pour celui qui va faire quelque chose de concret, comme tourner un film, c'est un travail d'écriture et de préparation. Mais pour celui qui part voyager pour son plaisir, c'est un temps d'information, c'est un temps où on va se cultiver, on va lire. Et ce temps, il est précieux parce que
parce qu'on voyage, parce qu'on est à peu près sûr qu'on voyagera moins dans l'avenir que ce qu'on a voyagé dans le passé. Ça, c'est quelque chose qu'on est à peu près certain. Donc, il va falloir donner plus de valeur à ces voyages. Donc, mieux les préparer, qu'ils durent un peu plus longtemps. Alors, bien sûr, tout ça est dépendant et du temps disponible et de l'argent disponible, parce que les deux sont associés. Mais il n'empêche que je crois qu'aujourd'hui, il faut plus que les voyagistes imaginent partir. Ben là, par exemple, en Bolivie, j'ai mis cette image exprès parce qu'on était avec Fabrice là, ce jour-là, quand on a fait cette photo, parce que quand on a pris cette image. Et on peut plus partir pour l'Amérique du Sud pour une semaine, ou pour la Chine, ou pour le Japon, ou pour le Népal, je ne sais quoi. Ça, il faudrait presque qu'il y ait des lois internationales qui interdisent ça maintenant, quoi. Mais il faut espérer que la conscience des voyageurs et des voyagistes soit suffisant. Mais c'est vrai que ça paraît plus avoir de sens, quoi. Et puis le troisième temps du voyage, alors c'est clair que quand on fait un film, il faut monter le film, il y a un gros travail. Quand on écrit un article, il faut l'écrire, il faut éditer ses photos. Mais quand on est simple voyageur, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et il y a d'ailleurs des tas de voyageurs qui le font, c'est-à-dire écrire un récit, même si c'est pour ses amis, faire un livre, même si c'est que pour ses amis, ou voir faire un film, c'est pareil. Donc voilà, moi je me suis rendu compte là, après avoir quand même pendant quelques années enchaîné les voyages, on allait vite, on partait pas longtemps, mais dit mais en fait c'est pas bien, il faut partir plus longtemps, quoi. Voilà, ça c'est le constat. Et on a monté Roadbook, là, comme disait Fabrice, et en 2006 et en 2008, on a pris la crise, la crise financière, qui a été associée à l'effondrement soudain des investissements publicitaires. Donc, on a perdu la moitié de nos ressources du jour au lendemain. Et il a fallu qu'on ferme. Et on a arrêté. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, j'ai lâché complètement cet univers, l'univers du voyage, et je me suis occupé d'une maison d'édition qui s'appelle les éditions Guérin et Paulsen, qui avait une antenne à Chamonix, une antenne à Paris. Je suis venu vivre à Chamonix. Bon, les éditions Guérin, c'est les livres rouges sur la montagne. Beaucoup d'entre vous les connaissent. Et Paulsen, c'est en fait des éditions qui appartiennent à un milliardaire, Frédéric Paulsen, et qui est quelqu'un qui a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique et qui est passionné par les mondes polaires et qui avait créé une petite maison d'édition, comme une danseuse un peu, et il a racheté les éditions Guérin, Michel Guérin, et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont recruté pour venir, après Michel Guérin est mort malheureusement, mais après ils m'ont recruté pour venir m'occuper de ces maisons-là. Donc pendant presque 10 ans, 9 ans, je me suis consacré à l'édition et je publiais des livres de voyage. Mais à Chamonix, c'était des livres de grands voyageurs, entre guillemets, c'est-à-dire que de gens qui partaient longtemps. Et en fait, moi, à ce moment-là, très sincèrement, j'avais plus envie de voyager. D'abord parce que j'ai eu des moments où j'ai eu des enfants, des petits qui sont encore petits, mais bon, donc c'est plus délicat de partir voyager. Et puis j'avais plus trop envie en fait. J'avais plus envie, quoi. J'étais très bien à Chamonix, j'étais content de m'occuper de cette maison, de travailler sur des textes. En fait, le désir s'est désamorcé. Ça peut paraître curieux parce que même moi, je suis surpris maintenant de constater ça. Mais voilà, peut-être aussi qu'il y a eu un désenchantement, que finalement là, cette prise de conscience, de se rendre compte que même la forme de voyage qu'on aimait était en train aussi de prendre de mauvais plis. Voilà, fait que j'avais plus envie. Ce qui ne veut pas dire que je jetais la pierre à ceux qui aimaient voyager, pas du tout, hein, mais moi-même, à titre personnel, j'avais plus vraiment envie. Et puis, je me suis lié d'amitié avec Sylvain Tesson, l'écrivain. On a publié un livre, même avant, on se voyait pas mal. En fait, c'est par Jean-Christophe Ruffin, dont j'avais publié un livre chez Guérin, sur Compostelle, qui a eu beaucoup de succès. Et puis, bon, Sylvain, on se voyait de temps en temps, on se connaissait un peu, mais là, on s'est rapprochés, on a fait un peu de montagne ensemble. On a lancé un projet de livre qui s'appelait Bérésina, certains d'entre vous connaissent. Et puis, il a eu son accident, on était ensemble, malheureusement. Et puis après son accident, on est devenus vraiment amis. Et puis il m'a dit un jour, voilà, je voudrais mon premier voyage après l'accident, je voudrais partir au Tadjikistan. Je voudrais faire un film qui s'appellerait Octobre Blanc, enfin un livre. Il voulait écrire un livre, pardon, lapsus, qui s'appellerait Octobre Blanc et qui serait une évocation des 100 ans de la révolution bolchevique sur les montagnes du Tadjikistan. Et les montagnes du Pamir, ex-Pamir soviétique, qui sont des montagnes magnifiques, et dont tous les sommets portent le nom des héros de la Révolution.
Au nord, on a le pic Lénine, au sud, on a le pic Karl Marx, et entre tous, on a le pic de la Révolution, le pic Staline, enfin ex-pic Staline. Et puis alors, ça va le pic des communards, le pic de l'officier soviétique. Enfin voilà, c'est fantastique la toponymie de cet endroit. Et puis on a monté ce projet comme ça. Et moi, c'est l'époque où je prenais assez régulièrement la caméra, faire des petits films. Vous m'entendez? C'est trop long, peut-être, non? J'entends un. C'est parfait, c'est parfait, au contraire, tu te chauffes et continue. On n'a pas trop de temps, mais on ne pourra pas t'arrêter. Bah, continue, c'est parfait. Moi, il faudrait que je m'arrête à 30, hein, c'est ça? Même à 25, Ouais. mais c'est pas grave parce qu'après, c'est une conférence avec les copains. Donc, si on retarde de 5 minutes, c'est pas grave. Ah, vas-y. Mais je vais accélérer un peu, hein. C'est vrai que je suis très très long, Non, pardonnez-moi. c'est très, très bien. Franchement, c'est très, très bien. Continue. T'arrêtes pas. Et, et on a fait. Alors, merci, c'est gentil. Et en fait, on a commencé à faire des films. Voilà. Moi, à ce moment-là, on s'est tourné vers Arte. Et Arte, j'ai proposé à Arte une série de films avec Sylvain, mais pas seulement, avec d'autres écrivains, qui seraient consacrés à une forme de voyage, alors à laquelle j'avais jamais pensé avant, qui sont des voyages littéraires. C'est-à-dire, on part avec un écrivain, on l'accompagne dans son écriture et on va pas, et en fait, on va partager son regard sur les lieux qui sont visités. Alors bien évidemment, ça associe tout ce que moi j'aimais dans le voyage, c'est-à-dire la durée. On partait longtemps, là on était parti plus d'un mois, beaucoup de préparation en amont, et puis un long travail après, puisque pour l'écrivain, il y a même l'écriture d'un livre. Il s'avère que sur cet exemple-là, ça a très bien marché pour le film, puisqu'on a fait ce film là dont vous voyez l'affiche, s'appelle Octobre Blanc, qui a été diffusé donc sur Arte plusieurs fois. Ça a moins bien marché pour le livre, puisque Sylvain n'a jamais écrit ce livre. Parce que, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'après, il est parti avec un certain Vincent Munier pour aller observer la Panthère des Neiges, et il est revenu en disant non, mais c'est sur la Panthère des Neiges que je veux écrire. Donc finalement, il a écrit la Panthère, il n'a pas écrit Octobre Blanc. Voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'on a fait un film, c'était super. Et puis on a fait comme ça avec Sylvain un certain nombre de voyages, donc mais toujours avec cette idée d'être des observateurs, mais alors pas des observateurs. Quand on est avec un Tesson, avec un gars comme Cédric Gras, qui est aussi un grand voyageur, qui est d'ailleurs un copain de Tesson, avec qui on fait une série sur la Russie pour Arte, ou quand on est avec Olivier Weber, qui est aussi un autre voyageur, avec qui d'ailleurs je devrais être en ce moment dans le Haut-Karabakh pour faire un documentaire pour Arte et France 2, mais malheureusement, tout le monde sait ce qui s'y passe. Donc on espère pouvoir y aller en avril maintenant, si tout ça se calme. Voilà, quand on fait des films avec ces gens-là, nécessairement, ça donne un regard singulier. Et ce qui ne veut pas dire, alors jamais, alors il faut exclure bien sûr toute forme de morale, de comparaison ou de jugement par rapport à ce que serait le voyage d'un touriste lambda qui va partir avec une agence. Bien évidemment, c'est d'un registre différent, et les émotions du voyageur, du simple voyageur, peuvent être tout aussi on peut ressentir quand on est avec un grand écrivain. Donc c'est pas là la question. C'est le fait que chaque fois dans nos démarches, également de commencer à intégrer la notion de, entre guillemets, de durabilité. Voilà, quand on est parti au Tadjikistan, on est parti avec un gars, un guide local. On est parti après avec des nomades qu'on avait contactés par ce biais. Chaque cas après est particulier, mais bon, on avait un peu ce souci, sachant que c'était plus facile dans notre cas, bien évidemment, que dans le cas d'un tourisme organisé et commercialisé. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur cette partie, mais ça dure en fait depuis 2017. Le dernier film que nous avons fait avec Sylvain s'appelle Les ailes de Patagonie. Là, on a inauguré quelque chose, puisqu'on a fait oui,